À une époque où les réfrigérateurs et les technologies alimentaires contemporaines étaient absents, les Amérindiens ont ingénieusement perfectionné des méthodes pour conserver la fraîcheur de la viande pendant de longues périodes, voire des années. Ces techniques n'étaient donc pas de simples stratégies de survie, mais des méthodes de conservation dont l'efficacité s'est avérée supérieure à celle de nombreuses méthodes modernes. Penchons-nous sur le fumage de la viande. Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas d'une pratique qui attire les regards curieux des voisins. Les Amérindiens ont découvert que la fumée servait non seulement à signaler ou à parfumer les vêtements d'un feu de camp, mais aussi à conserver les aliments naturellement. Son génie résidait dans sa double fonction. Elle éliminait l'humidité de la viande, tout en la protégeant de composés naturels antibactériens. Des découvertes archéologiques indiquent que certains fumoirs amérindiens étaient ainsi méticuleusement conçus qu'ils pouvaient conserver la viande jusqu'à 2 ans. Dans les réfrigérateurs modernes, les restes sont généralement conservés moins longtemps que ces viandes fumées. Les tribus construisaient des cabanes de fumage spéciales où elles suspendaient la viande au-dessus de feux lents pour la conserver. Le facteur crucial résidait dans la lenteur du processus. Il ne s'agissait pas d'un rapide barbecue dans le jardin où l'oncle Bob augmentait la chaleur et transformait le tout en charbon de bois. Différentes tribus ont développé des techniques de fumage uniques, privilégiant souvent des bois spécifiques comme le carrier, l'érable ou le cèdre, qui leur conféraient des saveurs distinctes. Il s'agissait essentiellement d'un assaisonnement alimentaire ancestral combiné à la conservation des aliments. Une étude a révélé que la combinaison de composés de déshydratation et de fumée pouvait réduire la croissance bactérienne jusqu'à 90%, ce qui en faisait une méthode efficace de lutte antiparasitaire. La véritable merveille résidait dans le perfectionnement du processus de fabrication de la viande séchée, allant au-delà des bandes hors de prix achetées en magasin dans les stations-service. Avant que la viande séchée ne devienne à la mode, les Amérindiens maîtrisaient déjà cette méthode, utilisant exclusivement des conservateurs naturels, sans produits chimiques difficiles à identifier. Ils coupaient la viande en fines lamelles, si fines que la fumée pouvait les traverser, puis les séchaient au soleil. Des recherches modernes confirment qu'une viande correctement déshydratée peut conserver jusqu'à 80% de ses valeurs nutritionnelles d'origine, surpassant ainsi de nombreux aliments transformés que nous consommons aujourd'hui. Ils savaient intuitivement quelle viande se prêtait le mieux à chaque méthode de séchage. Le gros gibier comme le bison et le wapiti étaient fumés en raison de son volume, tandis que les animaux plus petits comme le lapin et la dinde étaient idéaux pour la déshydratation en viande séchée, idéal pour les longues parties de chasse, les précurseurs des repas compacts d'aujourd'hui, sans emballage plastique ni additifs douteux. Ces méthodes n'étaient donc pas seulement efficaces, elles étaient pragmatiques, utilisant un minimum de ressources et s'appuyant principalement sur une expérimentation rigoureuse. Les Amérindiens observaient que la viande séchait mieux par temps venteux, d'où leur préférence pour des séchoirs placés dans des endroits aérés. De plus, ils comprenaient que fumer la viande était plus efficace pendant les saisons fraîches que pendant la chaleur estivale, probablement en raison de l'inconfort de travailler près d'un feu brûlant, alors qu'il fait déjà une chaleur étouffante dehors. Cependant, la créativité a brillé lorsque certaines tribus ont imaginé des solutions de stockage innovantes pour leurs conserves. Elles ont construit des plateformes spécialisées en hauteur pour protéger leur viande des animaux. Comme vous pouvez l'imaginer, elles vérifiaient leurs réserves de nourriture et découvraient un ours en train de savourer un festin à volonté, au lieu de l'invité attendu. Certaines tribus assignaient des rôles spécialisés à leurs experts en conservation de la viande, comparables à ceux des grands chefs, mais chargés d'assurer l'approvisionnement alimentaire du village pour l'hiver. Étonnamment, ces techniques de conservation connurent un tel succès que les premiers colons européens en adoptèrent bon nombre. Certes, ils méprisaient peut-être les coutumes amérindiennes d'autres régions, mais leur efficacité pour conserver la viande longtemps était indéniable. D'ailleurs, certaines de ces méthodes de fumage et de séchage sont encore utilisées par les producteurs de viande artisanaux modernes, soucieux d'éviter les conservateurs artificiels. Quant aux techniques de conservation, la pratique du fumage et du séchage n'était qu'un début.
Les Amérindiens avaient une autre approche innovante en réserve. Les barres protéinées onéreuses des magasins d'aliments naturels font pâle figure face à ce qu'ils avaient développé il y a des siècles. Pendant des siècles, le pemmican s'est imposé comme l'aliment de survie par excellence, surpassant la fumée et la lumière du soleil pour la conservation de la viande. Sans marquage ni emballage, cette simple préparation régnait en maître. La recette est simple. De la viande séchée réduite en poudre, mélangée à de la graisse fondue, et parfois enrichie de baies si désirées. Fait remarquable, le pemmican pouvait se conserver des décennies, plus longtemps qu'une période de remboursement d'hypothèque. Les Amérindiens ont perfectionné ce procédé, grâce à des générations d'expérimentation. Ils sélectionnaient soigneusement la viande idéale, souvent celle de bison, d'élan ou de cerf, dont l'équilibre entre gras et maigre en faisait un choix supérieur à celui d'animaux plus maigres comme le lapin, qui produisait un pemmican coriace, semblable à des chaussures en cuir séché. Chaque tribu avait ses propres méthodes, transmises de génération en génération, à la manière des recettes familiales. Dans la nature, ces recettes pourraient vous sauver la vie. Une recette traditionnelle de pemmican utilisait un ratio 50-50 de viande en poudre et de graisse fondue, ce qui peut paraître alarmant du point de vue d'un cardiologue aujourd'hui. Pourtant, cet équilibre n'était pas arbitraire. Les Amérindiens ont découvert que cette proportion précise était idéale pour isoler l'air et l'humidité, deux ennemis de la conservation des aliments. Les scientifiques alimentaires modernes ont prouvé que ce ratio maximise à la fois la durée de conservation et la valeur nutritionnelle. Il semble que ces anciens experts culinaires étaient véritablement compétents. Des études récentes révèlent que le pemmican, lorsqu'il est correctement préparé et conservé, peut conserver ses valeurs nutritionnelles jusqu'à 50 ans. Le processus ressemblait à une chaîne de montage, même avant l'invention de ces mécanismes. Tandis que certains préparaient et déshydrataient la viande, d'autres raffinèrent la graisse, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment pure pour éviter toute altération. Ils ont découvert que la graisse rénale, ou la sueur, était plus efficace que la graisse corporelle ordinaire à cet effet. Le pemmican avait un point de fusion élevé qui le maintenait solide pendant les expéditions estivales, et ce, à grande échelle. Certaines tribus pouvaient y transformer plusieurs milliers de kilos de viande en une seule saison de chasse. Un kilo de pemmican fournissait environ 3500 calories, soit l'équivalent de 3 grandes pizzas. Mais contrairement à la pizza, il permettait de survivre plutôt que de laisser des regrets pour le lendemain, après un excès. Guerriers et chasseurs pouvaient survivre longtemps avec un simple petit sachet de pemmican et de l'eau. Les shakes protéinés modernes font pâle figure face à ce défi. Les récits historiques indiquent que les coureurs amérindiens pouvaient parcourir jusqu'à 80 km par jour, principalement alimentés par le pemmican, ce qui rend les gels énergétiques contemporains bien peu efficaces. L'excellence du pemmican résidait non seulement dans son endurance, mais aussi dans son adaptabilité. Il pouvait être consommé cru, cuit en ragoût ou fondu dans une boisson énergétique primitive. Certaines tribus créaient même des recettes différentes selon les saisons. En hiver, le pemmican peut contenir plus de matière grasse pour plus de calories, tandis que les variétés estivales peuvent incorporer des baies séchées pour plus de vitamines et une saveur améliorée. Des découvertes archéologiques indiquent que certaines tribus ont élaboré plus de 20 types de pemmican différents, chacun adapté à des usages ou des saisons spécifiques. Des registres commerciaux du XIXe siècle révèlent que la valeur du pemmican a explosé, devenant une monnaie d'échange pour certaines tribus. Imaginez l'idée de régler ses factures avec de la nourriture qui ne se périme pas. Les commerçants de fourrures européens se sont laissés séduire par ce produit polyvalent, ce qui a conduit à l'établissement de vastes réseaux commerciaux de pemmican. Certaines tribus amérindiennes sont devenues des géants de la production alimentaire préhistorique, produisant des milliers de kilos de pemmican pour le commerce. Des documents de la Compagnie de la baie d'Hudson décrivent des postes de traite stockant jusqu'à 20 000 kilos de pemmican à la fois. Cependant, un fait rarement mentionné dans les livres d'histoire, le pemmican a déclenché un conflit. Entre 1814 et 1816, la guerre du pemmican éclata.
Le gouverneur de la colonie de la Rivière Rouge tentait d'en interdire l'exportation. La population s'indigna de voir sa nourriture altérée, d'autant plus qu'elle avait permis à leurs ancêtres de survivre pendant des générations. L'importance du pemmican dépassait la conservation et le commerce des aliments. Il permettait également de conserver temporairement la viande fraîchement cuite avant l'avènement des solutions de conservation modernes comme les contenants en plastique. Les Amérindiens excellaient dans ce domaine il y a des siècles, utilisant des pots en argile et de la graisse animale comme alternative astucieuse aux contenants en plastique coûteux et insaisissables d'aujourd'hui. Leur méthode, simple mais efficace, consistait à emballer la viande cuite dans un pot en argile ou un récipient en écorce, puis à le sceller d'une épaisse couche de graisse animale fondue. Les pots en argile servaient à sceller les restes, mais contrairement aux méthodes conventionnelles, ils empêchaient efficacement les bactéries de proliférer pendant de longues périodes. De nouvelles découvertes archéologiques suggèrent que ces récipients pouvaient conserver la viande comestible pendant environ 6 mois. Comparez cela aux récipients contemporains de préparation des repas. Ces récipients anciens étaient des merveilles d'ingénierie. Les potiers amérindiens ne modelaient pas l'argile au hasard. Ils choisissaient des types spécifiques, résistants aux fissures dues au changement de température. Des vestiges archéologiques indiquent que ces récipients de conservation étaient fréquemment traités avec des mélanges de résine et d'huile végétale, renforçant ainsi leur résistance à l'humidité. Une analyse de pots préservés a révélé que certaines tribus avaient développé une imperméabilité naturelle, équivalente aux glaçures céramiques modernes. Cependant, le facteur clé était la présence de graisse. Ils ont constaté que certaines graisses animales offraient une meilleure conservation que d'autres. La graisse de bison et d'ours était très prisée en raison de son point de fusion élevé, qui empêchait la viande de couler lors des premières chaleurs printanières. Des expériences sur des techniques de conservation reproduites ont démontré qu'une couverture de graisse bien fondue pouvait réduire la croissance bactérienne jusqu'à 95% par rapport à des récipients ouverts, surpassant ainsi certaines méthodes de conservation contemporaines. Certaines tribus ont amélioré cette technique de conservation en enterrant leurs récipients scellés, une décision judicieuse, car la température fraîche et constante de la terre fonctionnait comme un réfrigérateur naturel. Des échantillons de sol anciens, provenant de sites de stockage, ont montré que ces emplacements souterrains maintenaient des températures entre 0 et 7 degrés toute l'année. Les caves à légumes modernes utilisent le même principe, mais avec moins de pots en terre cuite et plus de conserves de haricots verts. La diversité des aliments ainsi conservés surpasserait vos préparations culinaires. Au-delà des viandes courantes, ils conservèrent des produits de luxe comme les queues de castor, vénérés comme le bacon à leur époque. Tout le monde en recherchait. La graisse d'ours était prisée non seulement pour la chasse aux phoques, mais aussi pour la consommation. Un seul contenant de graisse d'ours en conserve pouvait fournir suffisamment de calories pour nourrir une famille pendant 1 semaine, témoignant d'une efficacité d'emballage remarquable. Ces méthodes de conservation ne visaient pas seulement à prolonger la durée de conservation des aliments, mais aussi à assurer la survie. Des récits écrits d'anciens commerçants européens décrivent des communautés entières endurant des hivers rigoureux grâce à leurs réserves de viande. Un document remarquable de 1792 relate comment un village a survécu à une pénurie de chasse de 3 mois uniquement grâce à ses réserves de viande en conserve. Le commerçant a constaté que la viande était aussi fraîche que fraîchement abattue, une reconnaissance de la part de quelqu'un qui s'attendait probablement à quelque chose de similaire à du bœuf séché. Chaque localité a créé ses propres versions, reflétant ses ressources disponibles. Les tribus côtières utilisaient l'huile de poisson pour sceller les aliments, tandis que les tribus des plaines privilégiaient la graisse de bison. Certains habitants du sud-ouest moderne ont conçu des pots en argile spécifiques, aux bords ondulés, offrant une meilleure étanchéité avec la couche de graisse. Des découvertes archéologiques indiquent que ces récipients de conception unique pouvaient prolonger la durée de conservation de 2 mois par rapport aux récipients classiques. Fait remarquable, on a découvert que même les Amérindiens commettaient parfois des erreurs culinaires. Les archéologues ont mis au jour de nombreux pots de conservation défectueux, caractérisés par des fissures et des joints défectueux.
Ils se sont adaptés de leurs erreurs, améliorant constamment leurs méthodes, jusqu'à ce que la maîtrise de l'art devienne une science. Comme dirait votre grand-mère, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, surtout lorsque la survie en hiver en dépend. Par ailleurs, bien que les pots scellés à la graisse soient efficaces pour les viandes courantes, des solutions de conservation plus grandes étaient parfois nécessaires. Avez-vous fait une bonne prise lors de votre dernière chasse? Les Amérindiens, dépourvus de congélateurs modernes, rencontraient souvent ce problème. Leur solution ingénieuse: ils ont transformé la terre en un immense réfrigérateur. Les archéologues modernes ont découvert d'innombrables fosses de stockage antiques de ce type, disséminées à travers l'Amérique du Nord, certaines pouvant contenir la viande de plusieurs wapitis adultes. Ils ont vraiment vu grand. Le mécanisme de ces entrepôts souterrains à viande était plus complexe qu'on ne le pense. À environ 2 à 2,4 mètres de profondeur, le sol maintient une température constante d'environ 10 à 13 degrés Celsius toute l'année. Cette température est plus chaude que celle de votre réfrigérateur, mais suffisamment fraîche pour retarder considérablement la détérioration de la viande. Des études récentes ont révélé que ces fosses, bien construites, pouvaient conserver la viande jusqu'à 3 mois en période de chaleur. Pas mal pour un simple trou creusé dans le sol. Les Amérindiens ne se contentèrent pas de creuser et de combler ces fosses. Ils les construisaient méticuleusement en superposant des matériaux spécifiques, à la manière d'une lasagne hautement fonctionnelle. Ils y déposèrent d'abord une couche d'herbe ou d'écorce pour éviter le contact direct avec le sol, puis une alternance de couches de viande et de substances isolantes. Les vestiges retrouvés dans ces fosses suggèrent qu'ils utilisaient souvent certaines espèces d'herbes et de feuilles réputées pour leurs propriétés antimicrobiennes naturelles. Une fosse creusée dans le Midwest a révélé la présence de foin d'odeur, une plante aujourd'hui connue pour ses composants, qui inhibent la croissance bactérienne. Dans les régions plus froides, ces fosses servaient de congélateurs naturels. Le sol se solidifiait sous l'effet du froid, préservant parfaitement ce qui y était conservé. Certaines tribus de l'actuel Canada ont créé des couches de glace entre les couches de viande, inventant ainsi le congélateur coffre, environ 800 ans avant terme. Les explorateurs européens furent en cas stupéfaits de trouver du gibier bien conservé dans des cages gelées découvertes par hasard, entreposées depuis des mois. Cependant, l'emplacement de ces fosses de stockage était crucial, tout comme la valeur immobilière actuelle. Les tribus choisissaient méticuleusement les sites en fonction des types de sols, des schémas de drainage et même de l'exposition au vent. Elles savaient que les sols sableux se drainaient mieux que l'argile, empêchant ainsi leurs réserves de viande hivernale d'être submergées par l'eau. De plus, elles savaient que les pentes exposées au nord restaient de plus fraîches. Certaines découvertes archéologiques ont mis au jour des quartiers entiers de fosses de stockage, soigneusement agencées en fonction du terrain environnant. Ces fosses pouvaient être assez imposantes. La plus grande découverte à ce jour pouvait contenir jusqu'à 900 kg de viande, soit l'équivalent d'une petite voiture garée sous terre, mais avec l'avantage supplémentaire d'être consommable ultérieurement. Des calculs ont d'ailleurs été effectués concernant cette quantité. Des études sur la taille des fosses de stockage dans diverses régions ont révélé que les tribus du Nord construisaient des fosses plus grandes, probablement en raison du climat froid, permettant une conservation prolongée de la viande. Cependant, la création de fosses ne se limitait pas à creuser des trous, l'entretien et la gestion étaient cruciaux. Les tribus ont mis au point des systèmes complexes de rotation de leurs réserves de viande, similaires aux pratiques modernes de vérification des dates de péremption. Contrairement à notre méthode actuelle, elles ne se basaient pas sur la lecture de minuscules chiffres imprimés. Elles utilisaient plutôt des bâtons marqueurs pour surveiller les durées de stockage et avaient des directives strictes concernant les fosses à ouvrir à des moments précis. Certaines tribus désignaient même des gardiens de fosses, d'anciens gestionnaires d'inventaire chargés de surveiller les stocks souterrains. On peut s'interroger sur la présence d'intrus. Une fosse remplie de viande semble être un festin attrayant pour la faune locale. Les Amérindiens avaient également anticipé ce problème. Ils couvraient souvent l'ouverture des fosses de lourdes pierres et construisaient des marqueurs distincts, visibles pour les humains, mais peu attrayants pour les animaux.
Certaines tribus autochtones plantaient stratégiquement des plantes près de leurs réserves de nourriture pour dissuader la faune. Cette tactique astucieuse les aidait à protéger leurs réserves hivernales des ours et autres animaux. Cependant, tout ne se déroulait pas toujours comme prévu. Des découvertes archéologiques indiquent qu'environ 10% des fosses de stockage n'ont pas fonctionné, en raison de facteurs tels que les inondations, les invasions animales ou une mauvaise étanchéité. Compte tenu de l'absence de technologie moderne, ce taux d'échec est tout à fait louable. En fait, il surpasse mes propres efforts pour conserver les restes de nourriture au réfrigérateur. Le stockage souterrain était efficace pour conserver la viande au frais, mais certaines tribus ont imaginé des méthodes de conservation encore plus intrigantes. L'une d'elles, bien qu'elle puisse susciter un certain dégoût, est véritablement remarquable. Il s'agit d'un processus complexe qui transforme un poisson ordinaire en un mets délicieux, capable de se conserver des mois grâce à une décomposition contrôlée. Si l'idée de consommer des aliments volontairement avariés peut au premier abord vous dégoûter, il faut avouer que c'est fascinant. Les cultures amérindiennes ont développé une méthode impressionnante de conservation des aliments par fermentation. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce procédé est similaire à celui utilisé pour la fabrication du fromage, probablement celui que vous avez dégusté sur votre pizza hier soir. La principale différence réside dans l'application. Les Amérindiens appliquaient cette technique aux poissons et à la viande, garantissant ainsi des réserves comestibles, même pendant les hivers les plus rigoureux. Pour élaborer ce procédé, ils sélectionnaient des poissons gras, comme le saumon, et les enterrèrent dans des fosses tapissées d'herbes et de feuilles. Ces fosses étaient ensuite laissées fermenter dans des conditions rigoureusement contrôlées. La science derrière cette méthode ancestrale est fascinante. De bonnes bactéries décomposèrent le poisson tout en inhibant la croissance bactérienne nocive. Des recherches modernes sur ces fosses de fermentation traditionnelles ont montré qu'elles offraient un environnement idéal aux micro-organismes bénéfiques, en maintenant un pH compris entre 4,2 et 4,8, la plage optimale pour une fermentation sans danger. Sans le moindre hasard, ces enterrements impliquaient des pratiques spécialisées de différentes tribus, façonnées par leur climat et leurs ressources régionales. Les tribus côtières incorporaient des algues dans leurs cuves de fermentation, améliorant ainsi involontairement l'efficacité de la conservation grâce aux composés naturels qu'elles contenaient, notamment l'iode et les minéraux. Des études récentes confirment que ces additifs renforçaient le processus de conservation. Qui a besoin d'exhausteurs de goût industriels quand on a des algues ? Le timing était crucial. Des périodes courtes entraînèrent une protection insuffisante, tandis que des périodes prolongées rendaient les produits impropres à la consommation, même pour les gourmands aventureux comme votre oncle. Au fil du temps, les tribus ont affiné leur système de chronométrage par tâtonnement, en surveillant les cuves de fermentation à la recherche d'indicateurs spécifiques signalant la fin de la fermentation, un peu comme la levée du pain au levain, mais avec des arômes intrigants. Des découvertes archéologiques indiquent que certaines tribus pouvaient conserver du poisson fermenté jusqu'à 1 an, un résultat remarquable compte tenu du fait que les techniques de conservation contemporaines ne permettent généralement pas de préserver la fraîcheur du poisson au-delà de quelques jours. En Alaska, une fosse de stockage en pirogue contenait des restes de poissons fermentés qui, selon les scientifiques, auraient pu nourrir une famille de 6 personnes pendant tout un hiver. Quelle planification de repas! En se tournant vers des innovations en matière de stockage à froid, les Amérindiens des climats plus froids ont mis au point des techniques ingénieuses, avec le jeu de mots voulu. La conservation de la glace ne consistait pas simplement à jeter de la viande dans une congère en croisant les doigts. Ils ont mis au point des méthodes complexes pour couper et stocker des blocs de glace, inventant ainsi les premiers congélateurs. Certaines tribus superposaient neige et viande, créant ainsi des emballages congelés comestibles qui se conservaient jusqu'au printemps. Fait remarquable, ils ont découvert comment trancher la viande congelée si finement qu'elle pouvait être consommée sans décongélation. À l'aide d'outils en os et en pierre, ils découpaient habilement poissons et viande réfrigérés en morceaux délicats et consommables, directement sortis du congélateur. Cette tâche exigeait une grande habileté. La moindre erreur les empêchait de mordre dans la glace, au lieu de savourer de fines tranches, semblables à celles d'un sashimi. L'examen de ces outils indique qu'ils pouvaient réaliser des tranches aussi fines qu'un liant de pouce,
une précision comparable à celle des couteaux modernes. La gestion de la température était vitale. Les tribus arctiques construisaient des glacières uniques à partir de blocs de neige et de matériaux isolants comme la fourrure et la végétation. Ces constructions permettèrent de maintenir des températures glaciales, même en cas de variation de température extérieure. Des recherches sur les anciennes glacières suggèrent qu'elles pouvaient maintenir une température constante d'environ 2 degrés Celsius pendant de longues périodes, surpassant la constance de certains réfrigérateurs modernes. Mais ce n'était pas que du travail. Il y avait aussi du jeu. Certains groupes autochtones organisaient des concours pour déterminer qui pouvait trancher le plus finement du poisson congelé, ressemblant à d'anciennes versions des concours Iron Chef, mais où les participants ressentaient probablement des engourdissements dus au froid. Des découvertes archéologiques ont révélé des outils de tranchage cérémoniel spécialisés, ornés de sculptures complexes et fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, probablement utilisés lors de ces événements. Les Amérindiens ont fait preuve d'une connaissance exceptionnelle de la science alimentaire, non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer, en développant des aliments en conserve riches en nutriments qui pouvaient soutenir les communautés en période de difficulté.